Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors nous recevons aujourd'hui Johan Kalschmann. Johan, tu peux nous dire un petit peu qui tu es ? Bonjour Hervé, moi je suis Johan, je suis cofondateur de LifeEase. LifeEase concrètement c'est une boîte dont la mission est de permettre à tous les citoyens, toutes les entreprises d'être capables de sauver une vie. Donc on a développé un défibrillateur cardiaque qui a été conçu pour être déployable absolument partout, donc dans les entreprises, dans les lieux publics, mais aussi pour la première fois au domicile des particuliers. Donc voilà, j'ai créé LifeEase il y a 8 ans avec 3 associés. Aujourd'hui, on a 29 vies qui ont été sauvées, d'une petite fille de 3 ans à une femme de 83 ans, et c'est que le début de l'aventure. Ok, génial. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, moi, mon truc, ça va être les défibrillateurs ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai toujours cherché à avoir du sens dans ce que je fais. De l'impact au sens impact positif. Alors c'était un peu moins la mode des startups à impact, mais l'idée en tout cas c'était d'avoir du sens et d'avoir un impact positif sur la société. Et ensuite, ce qui m'a mené à là, plusieurs choses. Je pense d'un point de vue professionnel, je suis passé par une entreprise dans les pacemakers et défibrillateurs implantables. Donc j'ai découvert que la technologie pour sauver une vie, elle existait. Les défibrillateurs implantables, c'est pour les personnes à très haut risque d'arrêt cardiaque et qui généralement sont plus vieux, en moyenne 80 ans. Et en fait, une fois qu'ils sont implantés, ils sont protégés. Et à côté de ça, j'ai vu que pour les gens lambda qui vont être assez jeunes, qui pourraient faire un arrêt cardiaque chez eux, dans la rue, dans leur entreprise, le taux de survie était de moins de 5%. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait changer les choses. J'ai rencontré d'ailleurs dans cette entreprise un de mes associés, Martial, et aussi Amina, qui est notre directrice réglementaire qualité. Donc une petite aventure qui a commencé par là. Et après, même si, je sais pas si ça peut être le destin, mais c'est pas ce qui a fait que j'ai créé la boîte, mais à titre personnel, j'ai perdu mon père quand moi j'avais 2 ans, lui il avait 35 ans, il y a une trentaine d'années, et d'un arrêt cardiaque. Et à l'époque, les défibrillateurs n'existaient pas, les gens n'étaient pas formés, etc. Et il s'avère que quand j'ai rejoint cette boîte dans les pacemakers défibrillateurs implantables, j'ai aussi découvert que 30 ans plus tard, la situation n'avait pas beaucoup changé. Et donc je me suis dit qu'on pouvait changer les choses. Et voilà. C'est, on va dire, une motivation intrinsèque, quoi. Et si je prends, je me rappelle que tu m'avais dit aussi qu'il y a des pays dans lesquels on est mieux loti qu'en France. Tu peux nous donner quelques informations là-dessus ? Alors c'est surtout des villes, on va dire ça a plutôt été fait à l'échelle locale. Il y a Seattle aux États-Unis ou Piacenza en Italie, où ils ont déployé des défibrillateurs partout. Ils ont formé 80% de leur population. Et aujourd'hui, ils ont plus de 50% de survie. Quand en France, on a 5% ou dans la plupart des pays européens. Et ensuite, il y a certains pays ou certaines villes qui ont fait qu'une des 2 briques. Les pays nordiques en Europe ont formé vraiment 80-90% de leur population, mais n'ont pas forcément beaucoup plus de défibrillateurs, et ils vont être autour de 20% de survie. Donc c'est vraiment cette combinaison défibrillateur, c'est quand même 8 fois plus. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même déjà beaucoup mieux. 4 fois plus pour la Suède et, exactement. Et 8 à 10 fois plus pour Seattle ou Piacenza, c'est ça. Exactement. Et il y a d'autres villes qui ont essayé de faire ça après ou ? En tout cas, pas
pas qui ont été suivis avec des études, etc. Mais on voit qu'il y en a qui ont quand même cette volonté-là. Et puis même nous, on le voit dans nos interventions, que la vision qu'on avait, c'était au-delà du côté domicile, c'était de visualiser le marché, on va dire, du défibrillateur plutôt comme un marché où on s'adresse aux citoyens et pas que à l'entreprise ou au site d'un point de vue sécurité. Et en fait, on observe que c'est ce qui fait la différence dans toutes nos interventions. On a une centaine d'interventions. Ceux qui ont sauvé des vies, c'est des citoyens, quoi. C'est pas quand on a équipé ce que nous on appelle des pro-médicalisés, c'est-à-dire des ambulances, des pompiers ou des choses comme ça. Malheureusement, on ne change pas le paradigme. Ils arrivent toujours trop tard, puisqu'ils mettent en moyenne 15 minutes pour arriver. Et il faut agir dans les 4 premières minutes. Et c'est pas là qu'on change les choses. Par contre, quand on équipe des citoyens, ils peuvent être témoins dans la vie de tous les jours d'un arrêt cardiaque d'un proche ou souvent d'un inconnu. On a des gens, quand on a des histoires incroyables qui sont proches un peu du destin, quoi. On a des gens qui en vacances étaient avec leur défibrillateur et qui ont sauvé la vie d'un homme. Ça s'est arrivé 2 fois. Il y a un jeune étudiant qui était en vacances à Saint-Malo avec son défibrillateur, parce qu'une fois qu'on s'équipe, généralement on est un peu sensibilisé au sujet, et qui se balade et qui est témoin d'un attroupement et qui sauve un homme de 60 ans avec son défibrillateur. On a un homme qui est intervenu, il était un Parisien qui était en vacances et qui faisait une balade en Auvergne et qui sauve un homme de 70 ans. Quoi. Des histoires comme ça. On a notre première vie sauvée en Allemagne, c'est un client qui assiste à un tournoi d'équitation et qui sauve un jeune de 21 ans qui était sur un cheval, qui est tombé, qui a fait un arrêt cardiaque. Quoi. C'est des choses où... je sais pas, c'est un peu le destin, quoi. Oui. C'est des alignements de planètes qui sont incroyables. Et concernant le matériel qui existe aujourd'hui, je sais pas, dans les gares, dans les lieux publics, ils sont en général pas vérifiés. C'est quoi la contrainte? Ouais, alors en soi, quoi qu'il arrive, nous, la concurrence, etc., le défibrillateur, c'est un peu un bijou de technologie, quoi. C'est incroyable d'avoir développé ça. Ça existe depuis une trentaine d'années. Et tous les défibrillateurs qui existent sur le marché, ils sauvent des vies. Il n'y a pas de critique à avoir là-dessus. Par contre, nous, notre approche, c'est de permettre la démocratisation du défibrillateur. Donc ça passe par le modèle économique, ça passe par le produit, ça passe par le fait de le rendre plus accessible, plus simple. Et tu le disais en termes de suivi de maintenance, en fait dans les lieux publics, il y a 30% des défibrillateurs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas faute de maintenance. En fait c'est un peu archaïque, c'est-à-dire que la maintenance d'un défibrillateur actuel, c'est un technicien qui passe une fois par an, un peu comme un extincteur. Et il faut savoir que le défibrillateur, c'est un produit... avant qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un produit qui intègre de l'intelligence à l'intérieur, qui fait des autotests techniques tous les jours, qui décide seul s'il faut délivrer un choc ou pas, puisqu'il y a un algorithme cardiaque, et qui peut prévenir. Et qui peut prévenir s'il y a un problème. Et nous, en fait, on l'a rendu connecté. Il y a d'autres défibrillateur qui existent qui sont connectés, mais on a rendu la connectivité accessible à tous pour pouvoir suivre les défibrillateurs et s'assurer qu'ils fonctionnent à tout moment pour pouvoir nous être prévenus. On a une équipe qui suit l'ensemble de notre parc de défibrillateurs et qui gère ça ou qui réagit s'il y a le moins de problèmes. Donc, ce que tu veux dire, c'est que les autres, je ne parle pas de la concurrence, je parle de ce qui est en général installé dans les lieux publics, sont des choses qui ne sont pas maintenues, en conséquence, qui auraient peut-être... Ouais, parfois, mais c'est un peu un tout, c'est-à-dire que quand on s'équipe parce qu'on est obligé ou quand on s'équipe pour un lieu de la commune mais où on n'en est pas responsable, c'est même pas nous qui risquons de l'utiliser, c'est pas la même conscience de s'occuper de ce produit-là, quoi. Et nous, comme on s'adresse aux citoyens, toi, si tu t'équipes, tu vas faire attention à ce que ça marche. Quand nous, on va te contacter parce qu'on détecte qu'il y a un problème, tu vas réagir. Alors que si tu as équipé la place de ta commune et que toi, tu vis pas là et que tu t'en occupes pas et que la moitié du temps, c'est pas ton job, tu t'es juste dit, j'ai fait mon taf, je l'ai mis et voilà, quoi. Donc, on est un peu sur une prise de conscience qui est différente. On parle souvent dans la boîte de sorte de mouvement citoyen, de sorte de révolution, parce que notre vision, c'est que demain, partout où tu te balades, il y ait quelqu'un qui déjà sache intervenir, que ce soit avec notre défibrillateur ou avec un autre, et qui ait un défibrillateur à portée de main à moins de 1-2 minutes pour pouvoir intervenir. Donc il y a quand même un changement des mentalités aussi à avoir. C'est-à-dire que dans les voitures, on devrait avoir ça. Ouais, on a des taxis qui sont équipés, on a des gens qui se baladent en vacances avec. Donc, tu vois, mais ils sont peut-être pas tout le temps, ils vont au restaurant, ils vont peut-être pas dans le défibrillateur à la main.
Non, mais tu vois, moi j'en ai un dans mon sac à dos. Là, plus parce que en fait, on a un membre de notre équipe, Arthur, qui partait rencontrer un client et qui, parce qu'il avait son défibrillateur, en fait, il a été alerté. Il y a des applications qui te permettent de t'alerter. Et sur le chemin, il est intervenu pour secourir une personne, quoi. Et en fait, faut partir du principe que il y a peu de chances que ça arrive. Et juste l'état d'esprit, c'est de se dire, si ça arrive, je veux pouvoir changer les choses. Il n'y a pas que en ayant un défibrillateur. Déjà, tu auras pris conscience, parce que si tu t'équipes, on t'aura formé, sensibilisé, tu as déjà pris conscience que tu peux changer les choses. Et déjà, c'est un énorme pas, que tu aies le défibrillateur ou pas sur toi. Et après, si tu l'as sur toi, tu peux réagir encore plus vite, quoi. Je t'ai jamais raconté ça, mais moi, je me suis retrouvé quand j'avais 25 ans, sur un quai de métro d'une gare RER, à faire du bouche à bouche et du massage cardiaque à mon ancien proviseur, mais que j'avais pas reconnu. Mais il a tellement vieilli. Et moi, ce que je savais pas, c'est que en fait, quand je suis arrivé, c'était déjà limite trop tard. Et donc, on l'a pas réanimé. Les pompiers sont arrivés après. Moi, j'étais à l'époque maître nageur, donc j'avais l'habitude de faire ce genre de choses. Enfin, l'habitude. On n'a jamais l'habitude. Mais voilà. Mais voilà, je pense qu'on aurait eu un outil, on aurait eu une chance de faire quelque chose. C'est un peu dans les mots que tu utilises, c'est ça. C'est nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'avoir toutes les chances possibles. Ça veut pas dire que tu vas sauver tout le monde. Il y a aussi une question de destin, de fatalité, ou même de cause, de beaucoup de choses. Mais par contre, on a des gens qui sont intervenus, qui ont pas réussi à sauver la personne, mais qui ont tout fait, et ils en sortent et ils nous remercient. Ils disent, en fait, j'ai pas de regrets. Je sais que j'ai tout fait. Et même la famille, quand ils en parlent, il y aura pas toute leur vie le côté. Et si il y avait eu quelqu'un qui était intervenu, et s'il y avait eu un défibrillateur, et si quelqu'un était arrivé plus tôt, etc. Tu sais que tout a été fait. Et bon, après, c'est le destin. Malheureusement, tout le monde peut pas survivre toujours à tout, mais en tout cas, tu te dis pas c'est un accident et s'il y avait eu quelque chose d'autre, on aurait pu sauver la personne. Et c'est quoi le défi quand on est entrepreneur, d'être dans un défi, parce qu'il y a un défi économique, mais il y a aussi un défi donc social, sociétal que tu défends. C'est quoi comment vous gérez les priorités là-dedans? Comment on gère les priorités? Après, tu as plein de défis. Comme tu dis, tu as un défi économique, tu as un défi sociétal. Ça, c'est peut-être pas pour toutes les boîtes. Tu as un défi humain aussi. Tu as un défi de... je sais pas, être entrepreneur, c'est pas évident. Tu as toujours des... il y a des hauts, il y a des bas, il y a des gros obstacles. Je sais que toi, tu accompagnes des sportifs de haut niveau, etc. Tu es un peu sur le même genre de choses. C'est tu t'entraînes, tu as des défaites. Le but, c'est qu'à la fin, tu aies aussi des belles victoires, que ce soit l'aventure qui compte et que tu grandisses et que tu accomplisses des grandes choses. Et oui, je sais pas comment répondre exactement à ça. Je travaille déjà avec j'ai des associés. Seul, je pense que ça aurait été très dur. Donc déjà avoir des associés qui peuvent te soutenir quand il y a des moments down, c'est bien. Oui, tu as un challenge sociétal comme tu dis, mais ça c'est intrinsèque à notre boîte. En gros, notre but, c'est un peu de faire de faire en sorte que rien ne soit impossible. On veut sauver des gens qui, jusque-là, n'étaient pas sauvés. On veut faire prendre conscience à des gens, etc. Mais ça, c'est un peu une quête sans fin. Et tant qu'on progresse, et je pense qu'on a de quoi faire pendant un long moment, c'est génial. Après, tu vois, t'essaies d'embarquer des gens. Au début, on est 3, puis on est 10, puis maintenant, on est 50. T'essaies d'embarquer aussi une équipe qui s'épanouit, des jobs qui ont du sens. T'essaies d'embarquer des partenaires, t'essaies de bien faire les choses. Il y a 1 million on va dire de challenge, mais en même temps c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas et que c'est aussi cool, quoi. Alors qu'est-ce qui fait, comment tu peux nous parler un peu de tes associés, parce que pour moi c'est aussi une des difficultés que je rencontre ou que je vois autour de moi, c'est de comment on choisit bien son associé ou comment les associations continuent ou perdurent dans le temps, quoi. Mes associés, alors déjà par rapport à ce que tu dis, je pense que faut en être conscient. Et on s'est rencontrés il y a 8 ans quand j'ai fait partie du programme Startup Leadership Programme, et c'est ce que j'avais appris aussi, c'est à pas être naïf et à savoir que ça se travaille des relations comme ça. Et donc on l'a toujours travaillé. C'est un réflexe que j'ai gardé grâce à ce programme et à ces rencontres que j'avais eues. C'est
tu vois, tous les 3 mois, on se pose ensemble et on revoit qu'on est aligné, etc. Et au-delà de ça, on se parle toutes les semaines, quand on se parle tous les jours, mais je veux dire, on a un point informel toutes les semaines, et tous les 3 mois, vraiment, on prend 2-3 jours ensemble, on prend du recul, on communique sur tout et tout ça. Et, ouais, sinon, bah, déjà, tu as réussi à embarquer tes associés au départ. C'est ton premier challenge, ta première vente, être sûr qu'on a la même vision, qu'on va dans le même sens, etc. On a la chance, nous, d'avoir une mission qui nous dépasse et donc qui fait que on sait pourquoi on se bat et pourquoi parfois tu peux y avoir des difficultés. Donc moi, j'ai lancé la boîte avec Timothée et Martial. Entre-temps, il y a aussi Jonathan qui nous a rejoints. Donc on est 4. Au-delà de ça, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Moi, je trouve que c'est un avantage, mais bah, Timothée, c'était un de mes meilleurs amis. On avait étudié ensemble. Jonathan qui nous a rejoints, c'est mon meilleur ami. On se connaît depuis qu'on a 11 ans. Et Martial, c'était un de mes collègues chez Sorin, donc dans les pacemakers des fiateurs implantables, et c'est devenu un très très bon ami. Et le fait de savoir et d'avoir comme règle entre nous que quoi qu'il arrive, notre amitié elle perdure, qu'on fait les choses, qu'on a une confiance aveugle entre nous, fait que aussi on se parle des choses qui fâchent. On règle les sujets comme tu pourrais le faire avec tes amis, et tu sais que même si tu t'engueules, tu peux faire un câlin 1 heure après, et ça peut pas ébranler ton amitié, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que non, j'entends qu'il y a le côté comment appeler ça, hygiène relationnelle, de bien nettoyer les scories qu'il pourrait y avoir entre nous pour que en fait l'amitié perdure, et que on arrive toujours à se dire les choses comme ça, c'est plus sain. Mais je dirais qu'au-delà de ça, comment chacun trouve sa place, parce que ça peut être aussi une difficulté quand on est 3 ou 4, que chacun trouve tu vois, son espace. C'est un challenge perpétuel. Je pense que déjà, il faut être conscient que quand nous, on a créé la boîte il y a 8 ans. Donc en 8 ans, non seulement la boîte évolue, ton rôle évolue, mais ta vie évolue, quoi. On n'avait pas d'enfants à l'époque, on n'avait pas... Pour certains, on n'était pas en couple ou des choses comme ça. Certains vivaient, quoi. Voilà, tout a changé, tout a évolué, ce qui est logique dans la vie. Et du coup, ça se travaille beaucoup. Et sur les rôles, on en était conscient aussi, quoi. Tu vois, on n'est pas arrivé en se disant moi je veux être CEO, je veux gérer le côté commercial, moi je vais gérer que le côté technique, etc. On trouve notre place en fonction. Et tu vois, par exemple, dans l'équipe, alors déjà, on a tous eu des rôles qui ont évolué, mais si je prends le meilleur exemple, c'est Timothée, parce qu'il est COO, donc c'est le rôle le moins défini, on va dire, dans beaucoup de boîtes. Et il est passé par, au début, il gérait, quand on faisait les prototypes, la relation avec les fournisseurs de composants, l'achat de composants, ce qui pouvait ressembler à de la production. Ensuite, il est passé par un rôle où il gérait le CSM, donc le service client. Maintenant, il gère les opérations. C'est-à-dire tout ce qui est logistique, tout ce qui est aussi optimisation de tous les fonctionnements dans la boîte pour que à 50 on puisse faire le taf qui sera le même demain si on est 100, si on est etc., quoi, d'optimiser. Et puis on a aussi des rôles, quoi. Son rôle il évoluera encore, mon rôle aussi évolue, donc je pense qu'on s'écoute, on se parle. Et tu vois, ce côté-là, il y a 1 an, on s'est posé, et puis on se disait juste vers où on a envie d'aller. Puis Timothée il disait bah, moi j'ai mis en place le service client, c'est cool. Je suis pas sûr de vouloir ensuite moi faire ça pendant les 3 prochaines années. J'ai mis en place la structure. Après, le côté beaucoup plus relationnel non-stop, c'est pas ce qui m'éclate. Par contre, je pense que j'ai plein de choses à apporter autre part. Et puis on a regardé ensemble, et on a fait évoluer ça, quoi. Tant que tu as la motivation principale, tant que c'est le bien de la boîte avant tout, que on sait qu'on essaie de trouver la bonne place, bah voilà. Puis après, c'est mon rôle, moi aussi, en tant que CEO et un des cofondateurs, de prendre du recul et de voir si tout le monde est à la bonne place, et de provoquer les changements quand il faut changer, quoi. Et est-ce que c'est simple, ça? C'est simple quand on a les règles implicites entre nous, elles sont claires. En fait, quand tu sais que... tu vois, je sais que mes associés me font confiance. Je sais qu'ils pensent que je fais le mieux pour la boîte et pour eux, avant tout, avant moi, tu vois. Et je pense que quand tu as les bonnes bases,
Après on s'écoute, on se parle, mais tu vois, je suggère les idées, je laisse un petit peu le temps pour que ça infuse et puis il faut qu'on soit d'accord à la fin, tu vois, sur un truc comme ça. Mais ça se fait assez naturellement entre nous. Ok, Ouais. super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de entre l'aventure aujourd'hui d'un produit fini, mais moi je t'ai connu un produit Ah, pas fini. presque un concept, Ouais, fait totalement. même pas un POC, hein, tu Ouais. vois. Donc comment tu pourrais un peu nous raconter un peu ton épopée? Ouais. Alors déjà, pour commencer un petit peu par la fin, je considère pas qu'on a un produit fini. Je considère qu'on a un très beau produit, mais qu'on on Oui, il est l'améliore au toujours fur et à en mesure en processus permanence. d'évolution, ouais. Et d'ailleurs, on a pensé le produit, ça nous correspond bien, mais on a pensé le produit pour qu'il soit évolutif. Tu vois, on parlait de la connectivité pour la maintenance, mais la connectivité, ça permet aussi de faire des mises à jour et de faire évoluer le produit. Et on a plein d'idées pour le faire évoluer. Donc déjà ça. Et après, pour raconter un peu l'épopée, après, je suis ingénieur, donc j'aime bien ça. Mais on est parti de zéro, quoi. On est parti de zéro. On a imaginé le produit au début, quand vraiment des trucs fous, au tout début, quand on s'était réunis. Tu vois, regarder prototype défibrillateur. Timothée et moi, qui sommes on est ingénieurs, mais Timothée le moins esprit ingénieur, on va dire, dans nous trois avec Martial. Martial l'est le plus. Et au début, on se disait, ah, on a vu une vidéo, je me rappelle l'anecdote, où tu fais un petit prototype, tu le branches à une pomme de terre et tu vois si ça délivre un choc, quoi. Et on se disait, tiens, en une semaine, on va faire ça. Alors déjà, on s'est dit que si on faisait ça dans un parc, on se ferait arrêter. Et en plus, c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Puis ça n'a rien à voir avec un défibrillateur. Et donc ça, c'était un petit peu la petite anecdote de début. Après, on a fait prototype après prototype, quoi. Vraiment, on a décomplexifié le projet en faisant petite brique par petite brique. Tu vois, dans un défibrillateur, tu as 600 composants, tu as un algorithme cardiaque, il faut analyser un rythme cardiaque et décider s'il faut délivrer ou pas un choc. Donc ça, c'est le côté vraiment analyse, Mhm. diagnostic, le côté vraiment automatique. Après, bah, faut, à partir d'une simple batterie, même si c'est une batterie spécifique, mais de 18 volts, pouvoir charger à 2000 volts, donc monter à une très grosse énergie. Ensuite, il faut pouvoir délivrer une onde qui s'appelle une onde biphasique exponentielle tronquée, mais qui en gros va relancer le cœur. C'est pas juste délivrer un choc et délivrer 2000 volts. Et tout ça, on l'a fait par brique. Et puis, c'est beaucoup d'échecs, des petites victoires petit à petit. Et à chaque fois qu'on arrivait à faire une fonction, on était trop content et tout. Et après, tu as des histoires. Je sais pas, je me rappelle Paul Alexandre, qui était notre premier ingénieur qui a travaillé sur l'électronique, qui est resté 5 ou 6 ans dans la boîte, qui est d'ailleurs toujours dans l'aventure un peu en dehors, mais qui m'appelle en me disant, parce que moi je m'impliquais beaucoup aussi sur la R&D à l'époque, m'appelle en disant ça y est, on est prêt à faire notre premier choc et tout ça. Et on arrive, il m'appelle, on lance, et puis bah, on fait exploser la carte. Et lui et moi, on entendait des acouphènes pendant une semaine. Quand vraiment, c'est un peu c'est folklorique, quoi. Tu vois, quand tu prends un peu du recul. Mhm. Mais quand t'aimes bien ce côté-là, c'est aussi ce qui fait qu'on a une boîte spéciale, tu vois. On est passé par déjà, on parle de concret, on Mhm. parle d'un vrai produit physique, et quand t'es ingénieur, c'est quand même assez incroyable. On parle d'un produit qui sauve des vies, donc tu peux pas laisser passer des petits bugs et juste améliorer après. Et puis le défi technique, technologique, il est assez incroyable au départ, et c'est toujours le cas, quoi. Mais donc t'as une satisfaction aussi. Au-delà du côté, tu vois, tu disais c'est quoi les challenges économiques, financiers d'une boîte, ce qui est assez classique pour toutes les boîtes. Mais nous, on a eu un énorme challenge technologique Mhm. qu'on a toujours, hein, parce que maintenant, on est dans une phase de, bah, il faut produire des dizaines de milliers de défibrillateurs et c'est un autre challenge. Mais tu as ce challenge qui est hyper exaltant, quoi. Ok. Le premier exemplaire, il a été fini quand? Qui Prom- fonctionnerait. Qui fonctionnait, hein. je pense que alors des premiers qui fonctionnaient, en tout cas qui faisaient la fonction et tout ça, en vrai produit que tu peux mettre chez un client, c'était mi-2020. Et les premiers qu'on a vraiment livrés, parce qu'au début tu fais de la pré-série, c'était toute fin 2020. Toute fin 2020, tout début 2021. Tu vois, moi, le défateur que j'ai chez moi, c'était un des premiers. Martial, je pense qu'il a le premier. Et c'était, ouais, toute fin de décembre 2020. Mais avant ça, on a eu des prototypes, des petites cartes, Mhm. etc. Puis, juste pour remettre dans le contexte, on a créé la boîte fin 2015. Ouais. Donc, 5 ans avant de pouvoir sortir ton produit, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, enfin, après, comment vous attaquez votre marché? Parce que on en a parlé, puisque à la fois c'est
c'est les citoyens qui vont faire la Ouais. différence. Donc, est-ce que vous passez à travers je sais pas, des assurances, comment vous faites, vous portez la bonne parole entre guillemets? Je pense que c'est le bon mot, porter la bonne parole. En gros, notre méthode ou notre axe, c'est aussi parce qu'on essaie d'avoir de l'impact aussi dans notre marketing et dans tout ça. C'est de faire prendre conscience à tout le monde que on peut sauver une vie, qu'un défiateur ça existe, qu'un défiateur pour le domicile ça existe pour une entreprise, que on a créé aussi des outils de formation digitaux, gestes qui sauvent, qui sont gratuits pour apprendre à réagir et tout ça. Donc on essaie de faire changer la mentalité, de faire comprendre qu'un arrêt cardiaque c'est pas une fatalité, qu'on peut changer les choses et qu'un défibrillateur, ça existe, que c'est accessible. Tu vois, notre modèle économique, c'est le prix d'un smartphone. C'est pas accessible à tout le monde. Mais tu vois, soit tu peux l'acheter à un peu moins de 1 000 euros, soit tu peux le louer à 35 euros par mois. Donc, c'est quand même accessible. Tu as 35 euros par mois pour une boîte, pour un immeuble d'habitation que tu partages, pour des gens qui ont un minimum les moyens, pour un produit qui va durer 10 ans. Bon, voilà, mais ça ne l'est pas encore à tous. Donc, du coup, on est quand même sur ce côté un peu porter la bonne parole, comme tu dis. Et donc, on fait beaucoup de pubs sur Facebook, sur Google, beaucoup sur Facebook. On commence sur LinkedIn. Ça, c'est le gros de notre acquisition. Après, on passe par certains distributeurs, soit classiques de défibrillateurs. On a réussi à prendre la place de géants qui existaient jusque-là, mais qui vont être le problème entre guillemets des distributeurs, c'est qu'ils vont pas révolutionner le marché. Ils étaient sur le marché des entreprises, des communes, ils vont toujours le faire. Sur les particuliers, on doit faire ça par nous-mêmes et prêcher la bonne parole. Il Et y a pas de distributeur pour ce marché-là, pour le B2C, on est quoi. distribué par Boulanger, par exemple, les magasins Mhm. Boulanger. C'est plus que ça donne confiance et que ça fait comprendre qu'un défiateur, ça peut être à domicile. C'est pas notre plus gros canal de De vente. distribution. Mhm. Mais oui, il y en a. On pourrait être le petit rêve que beaucoup de boîtes qui veulent toucher les particuliers dans le médical ont, c'est les pharmacies. Mhm. Mais bon, dans une pharmacie, tu n'achètes pas un produit à 1 000 euros, quoi. Donc, c'est pas si facile. Et c'est pour ça que je dis qu'on est un peu au début, c'est qu'il y a encore énormément de choses à faire. On a maintenant des gens qui rentrent dans un restaurant, qui voient notre défilateur et qui nous disent, quoi, qui nous contactent après pour leur hôtel en disant j'ai vu votre défilateur dans un restaurant. Tu vois. Mhm. Donc on a quand même ce côté aussi un peu bouche à oreille qui commence à se faire. On a des gens qui demandent conseil à leur médecin et ils parlent de nous. Ils disent ah, j'ai vu que ça existait et ils en parlent. À des ex-pompiers, à des infirmières, à des secouristes. Tu vois, toi, tu fais une formation SST, sauveteur secouriste du Mhm. travail, et tu as le formateur qui dit, au fait, ça existe, et tout ça, quoi. Donc, tu as un peu ce côté prêcher un peu la bonne parole, ouais. Et après, ça pourrait marcher dans, je sais pas, j'en sais rien, avec les Airbnb, avec, tu vois, Ouais. il y a plein de. Partout, tu pourrais avoir tous les Uber qui pourraient Mhm. être équipés, les taxis. Dans un Airbnb, d'avoir la petite option qui est cochée, comme tu as un lit bébé, bah, tu as un défibrillateur, c'est cardiac safe. Tu pourrais, pareil, il y a des lois qui les rendent obligatoires maintenant, c'est assez récent, dans les salles de sport, dans les hôtels de plus de 50 chambres, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a une obligation qu'il faut s'équiper. Parce que quand tu fais ça parce que c'est une obligation, tu fais pas bien les choses. Tu prends un déflecteur, tu le mets dans un placard, tu formes personne, t'es conforme à la réglementation, mais ça change pas les choses. Et donc nous, l'immense majorité de nos clients, ils sont pas obligés, quoi. Et même quand ils sont obligés, on arrive à les embarquer sur ne pas faire le minimum syndical, quoi. Bien, ok. Je te vois, t'es parti là. Non, je te parle de. T'as le débit qui a été accéléré. Ouais, je parle un peu moins vite. Non, 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 mais ça va, ça me va. Je te suis. Je pensais que quand tu me disais ça, je voyais plein de noms, tu vois, de plein de clients que j'ai, et je me dis tiens, ouais, je suis sûr que c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour eux. Donc j'imagine que quand tu parles, souvent les gens doivent se dire, voilà, c'est pour tout le monde. En fait, Et tu as un déclic. Je te coupe une seconde. Tu as vas-y. ce déclic. C'est pas naturel. Quand tu parles aux gens et que tu leur dis je fais un défibrillateur, leur premier réflexe c'est oui, ok, pas pour moi. Et en fait, dès que tu leur expliques qu'il y a 50 000 morts chaque année, que c'est des gens qui ont en moyenne 60 ans, parfois qui ont 20 ans, qu'il y a que 5% de survie aujourd'hui, qu'il faut intervenir dans les 4 premières minutes avant les secours, et que par contre, si tu as un défibrillateur, si tu fais les premiers gestes, que c'est accessible à tous, même un enfant de 10 ans, tu peux changer les choses, d'un seul coup, tu as effectivement toutes ces possibilités qui entrent et puis ils se disent ah, mais dans mon entreprise, ça serait bien qu'on en ait. Dans mon immeuble, ça serait bien qu'on en ait. Peut-être que mes parents ils devraient en avoir. Peut-être que moi, je devrais en avoir. Et effectivement, en fait, ça fait sens, quoi. Donc, c'est assez naturel.
Et après, vous publiez je sais pas, quand tu disais les anecdotes, toutes les histoires. J'ai pas fait attention sur ton site, sur le site de Dreyfus, il y avait Ouais, ces petits témoignages. petit à petit. C'est assez récent. C'est un peu, je pense, propre à notre personnalité aussi, au cofondateur. On n'est pas trop dans les effets d'annonce. Mm. Tu vois, pendant longtemps, on n'a pas trop communiqué sur ce côté-là. Même sur, tu vois, On sauve des vies, on disait notre but, c'est ça. Mais on n'assumait pas le côté on sauve Mm. des vies, tu vois. On disait pas ça, on disait on donne le pouvoir, on Aux gens. permet aux gens, nanana. Et puis maintenant, on a 29 vies sauvées, on a 10 000 clients, maintenant on n'ose plus, tu vois. Et donc, du coup, on travaille, tu vois, c'est assez récent qu'on ait une équipe vraiment marketing. Et là, tu vois, cet été, l'équipe est allée interviewer des gens qui sont intervenus. On a eu un message c'est quand même plus compliqué d'avoir les gens qui ont été sauvés. Parce que quand tu as survécu, la première chose que tu as envie de faire, c'est pas forcément De de communiquer. communiquer. Bien sûr, non, mais c'est la famille qui a envie de Voilà, communiquer en général. voilà ça. Et même la famille peut être un petit peu choquée. Tu vois, c'est Oui, plutôt un truc où tu oui, commences à communiquer plus tard, tu vois. bien sûr, bien Tu sûr. reviens dessus un an plus tard et tout. Et là, on a eu un message d'un homme de 60 ans qui a été sauvé et qui a dit merci à l'équipe, quoi, tu vois, et qui a fait une interview. Et juste, ça donne des frissons parce que le gars, il nous dit j'ai été sauvé sur un terrain de tennis par mon prof de tennis. Et 2 mois plus tard, je refais du tennis toutes les semaines, j'y vais, j'ai aucune séquelle. Mes enfants se disent que je suis un miraculé, tu vois, et c'est assez fou. Et donc, tu as ce côté, les gens qui ont survécu, et puis tu as les gens qui sont intervenus, et c'est limite les plus beaux témoignages qu'on a, parce que ils nous disent que ça a changé. Tu vois, au lieu de se sentir impuissants, ils se disent, tiens, j'ai fait le max. Ils se sentent pas comme des héros, tu vois. Juste, ils se disent, Mm. j'étais là au moment où il fallait, Mm. avec les bonnes décisions. Et soit ça aurait pu changer les choses, soit ça a changé les choses. Et c'est assez galvanisant, quoi. Et donc ça, comment on vit dans l'entreprise justement pour que ça reste humble et que ça reste que chacun reste à ta place, parce que tu vois, il y a le message à la fois, comme tu dis, de je sauve des vies, Ouais. je peux être le héros, même si j'entends que c'est pas la conception de la manière dont vous fonctionnez, et en même temps, bah, il y a un boulot au quotidien pour que ça soit toujours vrai, quoi, tu vois, On, d'amélioration du on a produit, la de chance, je pense, d'avoir entre guillemets, d'avoir un produit et une situation où tu peux pas sauver tout le monde. Donc ça t'invite quand même à Hmm. l'humilité. Parce qu'on a plein d'interventions. Quand quelqu'un nous dit qu'il est intervenu, on se demande si la personne sera sauvée ou pas. On l'appelle, on voit déjà si ça s'est bien passé pour lui, etc. Et après, on creuse. Pourquoi la personne a été sauvée, pourquoi elle n'a pas été sauvée. Et tu vois, tu fais tout bien, mais tu es intervenu 30 minutes après parce que la personne a été découverte que 30 minutes Hmm. après. Malheureusement, tu pourras pas sauver la personne. Hmm. Et là, du coup, ça invite quand même à l'humilité parce qu'on a 1 million de choses à faire demain pour qu'il y ait des défaiteurs partout, pour que les gens osent intervenir. Et puis même quand on aura fait ça, pour détecter plus tôt, pour trouver des cas où quand tu es seul, eh ben, on pourra quand même te sauver la vie. On est un peu sur une quête sans fin, tu vois. Donc ça invite un peu, tu vois, c'est un peu comme les Mhm. sportifs qui ils battent un record, mais ils vont quand même travailler comme des acharnés pendant 5 ans pour rebattre leur record, etc. Ou pour juste égaler leur record. Et tu es un petit peu là-dedans. Tu vois, c'est un peu une quête sans fin. Et c'est aussi ce qui est exaltant. Tu vois, si on se disait aujourd'hui, bah, on a fait un truc, on a 100% du marché, on a le max de survie qu'on pourrait avoir, bon, peut-être que mon énergie, je vais la mettre ailleurs, tu vois. Là, il y a de quoi faire pendant longtemps, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je dirais, on- en fait, comment quelle aide on va dire ça, tiens, si on pouvait passer une demande à nos auditeurs, quelle aide vous auriez besoin pour que, je sais pas, on fasse mieux avec nos gouvernements, nos communes, nos entreprises, d'accord? Ça passe souvent par ce que nous on appelle des ambassadeurs, quoi. Mhm. Des gens qui ont entendu parler de nous, qui ont été convaincus et qui vont en parler autour d'eux. Tu vois, tu disais, toi, Mhm. tu penses à des gens, etc. C'est des gens qui ils voient, quand ils sont dans leur salle de sport, il n'y a pas de défiateur, ils leur disent, vous savez que c'est important, déjà que c'est légal aujourd'hui dans une salle de sport, mais que c'est important, je connais telle boîte, Mhm. c'est une boîte française qui produit en France, qui suit tout, qui va vous aider à vous former et tout. Et donc, tu as des mises en relation, tu as
il y a plein de choses, quoi. Moi, je crois pas mal au destin et tu as des gens qui ont rejoint la boîte parce qu'ils ont entendu parler de nous par quelqu'un ou parce qu'on est passé à la télé ou des choses comme ça et qui sont là depuis 5 ans, 6 ans et qui ont contribué énormément. Donc, tu as des gens qui nous rejoignent. Tu as des partenariats qui ont existé grâce à ça. Tu as des clients. Tu as des villes qui ont décidé de s'équiper avec nous. Pareil, parce qu'ils ont entendu parler de nous. Tu vois, on travaille avec Rouen qui aujourd'hui a 300 défibrillateurs Life dans la ville. C'était sauvé à Rouen par un défibrillateur, c'est normalement par un défibrillateur Life. Donc tu as des choses comme ça. Après, on peut pas tout changer. Tu vois, les rouages des communes, des appels d'offres, etc. Parfois, c'est pas très enclin à l'innovation. Donc, avoir un ambassadeur qui essaie de porter un peu la bonne parole, ça aide, quoi. Et si on regarde d'un point de vue plus personnel, c'est quoi tes défis, toi, en tant que personne? Oh, il y en a plein. Bah, déjà, j'ai des défis personnels dans ma vie, en dehors de Ouais. Life is. Déjà, d'avoir un bon équilibre entre Life is et ma vie. Ce que j'arrive plutôt à avoir, mais c'est une question de sacrifice, c'est-à-dire en dehors de mon boulot, qui fait partie de ma vie et de ma personnalité quand même, où je cherche à m'épanouir. Bah, mes meilleurs amis aujourd'hui sont quand même dans la boîte. J'ai trouvé ce hack en m'associant ou en recrutant des meilleurs amis. Du coup, en dehors, je vois pas tous mes amis, mais je vois quoi, je suis très fidèle en amitié et je revois des amitiés très fortes de tous les moments un peu de ma vie. Et le reste de mon temps, et que je dégage beaucoup, c'est ma femme, mes enfants, tu vois. Et pareil, dans le hack, je fais du foot avec l'équipe, tu vois. Mais du coup, ça me permet de faire un peu de sport. Mais c'est avec l'équipe toujours pour rester un peu dans ce contexte-là. Tu vois, je fais du tennis régulièrement avec Paul Alexandre, dont je parlais, un ex-employé qui était chez Life. Et donc, tu as ce défi d'équilibre. Tu as un grand défi quand tu commences à être parent pour trouver ce bon équilibre, pour gérer ton temps. Je suis très sujet à comment j'ai besoin de bien dormir. Quand tu as des gosses, c'est pas forcément évident. J'ai la chance et je croise les doigts que mes gosses dorment bien. Donc tu as ce côté-là. Et après, dans la boîte, c'est des défis tout le temps, quoi. Ouais, c'est des défis tout le temps, c'est des phases différentes. Et je pense qu'il faut avoir des gens qui sont à fond dans la boîte, qui sont positifs, des associés qui t'aident à voir le côté tout le temps positif. Il faut des petites victoires comme ça, tu vois, il faut s'accrocher à des petites victoires comme des vies sauvées, parfois des interventions où il n'y a pas une vie sauvée, mais l'histoire est incroyable et tu t'accroches à ça, des réussites d'un point de vue contrat ou économique. Moi, une de mes grandes fiertés, c'est quand je vois des gens que j'ai recrutés qui évoluent dans la boîte, qui s'épanouissent, qui grandissent. Mais tu vois, pareil, ça, c'est un énorme défi de passer de 3 à 10 à 25 à 40 à 50. C'est les plus gros défis qu'on a eu ces derniers temps, quoi. C'est pas évident de garder tout le monde à fond, épanoui. Tu promeus quelqu'un, bah, malheureusement, même si tout le monde était épanoui, il y en a un qui est déçu, tu vois. T'as plein de choses comme ça, quoi. Je vois bien, j'ai eu ce genre de défi dans ma vie. Donc, si je reviens sur ça, sur le défi de faire progresser l'humain, est-ce que tu penses que justement être dans une société dans laquelle il y a un sens plus fort, ça vous aide quand même à faire passer ces difficultés par moments qui seraient des difficultés de compréhension, de management, Oui, après, je sais pas si je suis pragmatique ou pas. Je suis pas persuadé qu'il y ait un sens plus fort aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je pense juste, quand tu es jeune, tu as ce sens-là. Je pense que la jeunesse, il y a 20 ans, ils avaient aussi cette quête de sens. Je pense que c'est chacun son combat, le combat de son temps. Je suis pas persuadé, tu vois. Je suis. Je parlais du sens de la boîte en fait, Ouais. pas seulement de la génération. Alors, le sens de notre boîte, c'est sûr qu'il aide. Après, ça peut être clivant. Ça veut aussi Mhm. dire que des gens qui ont pas, qui sont très bons, mais qui adhèrent pas forcément à ça, bah, il y a un petit décalage avec le reste de l'équipe. Tu vois, le sens, ça te permet de passer des difficultés. Mhm. Ça te permet de te dire, bah, c'est normal. Quand tu restes 4 ans dans une boîte, 5 ans, il y aura des moments un peu plus down. Il y a des moments où c'est pas toi qui as la promotion, mais si tu te donnes à fond, et tu sais que tu es au bon endroit, un an plus tard, ça sera le cas. Si tu as confiance en ton manager ou à tes cofondateurs, tu sais que tu es au bon endroit et qu'ils veillent un petit peu sur toi. Donc le sens, c'est évident.
C'est évident, et c'est au cœur de notre culture, tu vois? Moi, ce dont je serais le plus fier, c'est ce qu'on a réussi à construire avec la boîte. C'est les gens qui sont passés, qui s'épanouissent dans la boîte, mais c'est aussi les gens qui sont passés, qui parce qu'ils sont passés là, ils ont un peu ouvert leur chakra à avoir du sens, pas perdre de temps dans leur vie, avoir de l'impact, à faire quelque chose qui a un impact positif sur la société. Et puis les projets qu'ils feront demain, ils contribueront à d'autres boîtes ou ils créeront d'autres boîtes. J'en serais trop fier, quoi. C'est un peu, tu sèmes des petites graines et je pense qu'ils peuvent faire 1000 fois mieux que ce que moi je fais, tu vois. En ayant 50, 100 personnes qui sont passées par la boîte, qui sont un petit peu impactées de manière positive, ils feront probablement 1000 fois mieux que simplement notre projet, tu vois. Et ça, c'est une fierté, mais demain, pour le futur, quoi. Ok. Et donc, si je reprends ce que tu dis, si maintenant on se projette dans le futur, ça serait quoi le futur que tu envisages avec Life is, hein, j'entends. Ouais, Pas spécialement dans la société, je te demande pas de faire de la SF. ouais, bien sûr. Le futur, c'est un petit peu ce que je te disais, le futur de la vision que je vois, c'est que demain, tu te balades dans la rue, en ville, à la campagne, etc. Et les gens que tu croises, tu as cette petite étincelle où tu sais qu'il pourrait te sauver la vie, ou il pourrait sauver un de tes proches. Déjà, je pense qu'en lien social, ça crée quelque chose, au lieu d'avoir un petit peu la crainte que tu peux avoir dans certains quartiers, certains moments de ta vie, etc. Tu as ce côté où, comme il y a eu ce mouvement où tout le monde est sensibilisé aux gestes qui sauvent, tu te dis, il y a quand même ce lien fort. Et qui est, comme moi je visualise vraiment, et c'est pas d'un point de vue commercial, économique, hein, et peut-être pas que des défiateurs Life-Is, j'imagine, mais je vois bien aujourd'hui, tu peux avoir un VTC en moins de 2 minutes. Moi, ma vision, c'est que demain, il y a un défibrillateur en moins de 2 minutes, partout, quoi. Il t'arrive quelque chose à n'importe quel moment de la rue, tu es témoin d'un arrêt cardiaque, tu sais que dans n'importe quel commerce, dans n'importe quel immeuble, il y a un défibrillateur. Tu vois, t'es pas obligé de l'avoir dans ton sac à dos. Il y a des gens qui l'auront. Tu sais que tu arrêtes un bus, il y a un défibrillateur, et que le conducteur du bus, il dit, bien sûr, je vais vous aider, je sais comment réagir, etc. Tu vois. C'est ça un peu la vision, et je pense qu'on a notre place. Tu vois, tu vois, souvent on te dit, oui, mais les géants, ils pourront faire la même chose. Oui, après, les géants, ils existent depuis 20 ans. Ils n'ont pas fait, ils ont d'autres intérêts, ils se sont structurés autrement. Je pense vraiment que nous, on peut provoquer cette révolution et être porteur de cette révolution. Et c'est pas par vanité en se disant on va être le leader mondial, tu vois. C'est parce que je pense qu'on a un message très fort à porter, qu'on a des valeurs très fortes et qu'on peut changer les choses. Et puis si ça amène plein de compétiteurs qui font la même chose, trop bien, quoi. Mais voilà, donc le futur, c'est ça. Tu vois, mon associé Martial, il disait, quand on se projetait, il disait, moi, mon job futur, ça serait que je reçoive tous les jours des ECG à analyser pour voir les vies sauvées et me dire, trop bien, le défiateur, il s'est bien comporté, quoi. Oui, donc est-ce qu'il y a eu justement dans les défis technologiques, est-ce qu'il y a des sauts, tu vois, soit que l'IA d'aujourd'hui, soit que des choses que vous voyez que je ne connais pas, Ouais. qui fait qu'à un moment donné, on pourra faire mieux ou autrement? Je sais que c'est la tendance d'essayer de vraiment utiliser l'IA pour avoir des énormes sauts technologiques. De mon côté, je pense que notre plus gros enjeu, c'est de porter une technologie qui existe depuis 20 ans et de la déployer partout. Le Hmm. défiateur, l'IA, quoi, tu vois, dans le défiateur, il y a de l'IA, Mhm. ça, C'est intrinsèque, ça ouais. analyse les ECG et ça décide comme s'il y avait 20 cardiologues qui débattaient pour décider s'il faut délivrer un choc ou pas. Donc, Je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est qu'OCG. ouais, électrocardiogramme, c'est le signal cardiaque et Hmm. détecter l'anomalie et pouvoir délivrer un choc s'il y a vraiment un arrêt Hmm. cardiaque, et s'il y a vraiment une fibrillation, c'est-à-dire un rythme chaotique, et ne pas délivrer un choc si tu es juste tombé dans les pommes. Hmm. Tu vois, ça, c'est de l'IA, mais on n'utilise pas ce buzzword. Je pense par contre qu'il y a des choses à faire sur la formation sensibilisation, sur les alertes, sur l'optimisation du temps d'intervention, et ça, ce sera nos prochains défis. Déjà, on a comme premier défi de mettre le minimum vital, c'est-à-dire que les gens sachent qu'ils peuvent intervenir et d'avoir un défiateur à portée de main. Et demain, on optimisera ça pour que ces défiateurs ils servent dans les premières minutes, qu'au lieu d'intervenir en 15 minutes, interviennent en 4 minutes, puis en 3 minutes, puis en 2 minutes. Et en fait, plus tu interviens vite, plus les chances de survie sont élevées, moins il y a de séquelles et tout ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'on a un million de challenges à venir, tu vois. Si on passe au-delà, si je me rappelle bien, au-delà de 5 minutes, c'est ça? Ouais, on dit 4 minutes pour sauver une vie, et sinon, on dit souvent chaque minute passée, c'est 10% de survie de perdu.
C'est pour ça qu'en 10 minutes, normalement, tu n'as plus de chances de survie. Donc, mathématiquement, quand les scores arrivent en 15 minutes, voilà. Ça, c'est la moyenne des scores? Ouais, quand tu as la chance de vivre dans une grande ville comme Paris, si tu vis en zone rurale, c'est plutôt 30 minutes, quoi. Et puis après, il y a des tu vois, à Paris, les pompiers interviennent plus vite que le SAMU. Donc parfois, ils interviennent en 5 minutes, tu vois. Mais même 5 minutes. Alors, en fait, 4 minutes, dis-toi, tu habites dans un immeuble de 6 étages. L'arrêt cardiaque, il est au 6e, tu as un défiateur au rez-de-chaussée. Bon, déjà, aller chercher le défiateur, remonter, tu as déjà 2 minutes qui sont perdues, quoi. Donc 4 minutes, c'est peu, quoi. Ouais, c'est pas. Pour autant, ça peut faire la différence. Exactement. Ouais. Donc, j'ai bien compris la notion des challenges qui vous sont proposés. Et je dirais que qu'est-ce qui fait que toi, tu te vois faire ça tout le reste de ta vie? C'est je recompare ça aux sportifs dont tu parles. C'est tant que j'ai un impact, tant que je progresse, tant que je pense que je sers vraiment à changer les choses et que je suis la bonne personne, et ben, je me vois continuer. Et tu vois, aujourd'hui, on a, je te disais, 10 000 clients. Si demain, on est une boîte qui a 10 000, 15 000, 20 000 clients et tu vois, qui stagne, à un moment, je me dirais, bon, quelqu'un peut mieux gérer la boîte que moi et fin de l'histoire. Par contre, je pense qu'on a 10 000 clients, on peut en avoir demain 100 000 défiateurs déployés, on peut avoir après-demain 1 million de défiateurs déployés. Je veux dire, si Verisure a 10 millions de clients qui ont une alarme en Europe, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas 10 millions de défiateurs déployés en Europe. Et tant qu'on est sur ça où on apporte le plus, on apporte vraiment un plus. Tant que je pense qu'on peut apporter aussi l'étape suivante, tu vois, travailler sur la sensibilisation, la formation, sur le délai d'intervention, sur tout ça, je pense que je suis au bon endroit. Et en fait, je pense que c'est un challenge qui va prendre des dizaines d'années, tu vois, demain. Donc, je pense qu'on fait des choses incroyables tous les 3 mois, tous les 6 mois et tout ça. Et donc, on est en fait sur une boîte qui a un potentiel gigantesque, qui peut être la boîte d'une vie. Si ça ne l'est pas, et si ça stagne, bon, moi, comme mes associés, comme les employés, ils se diront juste, j'ai rejoint une boîte pour avoir un énorme impact. Et je pense que c'est le point commun d'ailleurs de tout le monde, y compris tous les membres de l'équipe. À un moment, si mon impact il est plus léger, bon, peut-être que je peux apporter plus ailleurs, tu vois. Mais je pense que Life a le potentiel d'être une boîte qui a un gigantesque impact. Et aujourd'hui, j'arrive pas à penser à un impact supérieur que je pourrais avoir. J'ai des idées pour un jour plus tard, tu vois, mais je pense que là, on est au bon endroit, tu vois. Super. Je vais te laisser le mot de la fin. Et si tu avais un rêve qui peut être autre que Life is, hein, d'accord? Si tu avais un rêve dont tu voulais nous partager, ça pourrait être quoi? Je sais pas, j'ai plein de rêves. Mais un vœu pieux, j'en parle de temps en temps aux gens qui passent un petit peu de temps avec moi. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est incroyable. Je trouve qu'il y a des gens incroyables dans l'entrepreneuriat au sens large. Je pense que tu le dis avec ton podcast, dans le sport, dans l'art, dans des petites boîtes, des gens qui, dans la vie de tous les jours, il y a des gens extraordinaires. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui se disent je vais pas perdre 20 ans de ma vie à faire juste du pognon, quoi. Et que au lieu d'attendre 20 ans pour faire un truc qui a du sens, je le fasse dès le départ, quoi. Et aujourd'hui, il y a une émulation en France, en Europe, dans l'entrepreneuriat, dans les startups. Et je trouve ça un petit peu dommage que 99% des boîtes, ça soit du SaaS, ça soit d'améliorer la compta, la livraison de repas. Quand il y a plein de projets comme ça. Tu vois, là, il y a une émulation sur l'IA et c'est trop bien. L'IA va permettre de faire plein de choses. Mais bon, faites des choses bien, quoi. Avec, c'est dommage de l'utiliser pour des choses qui n'ont aucun sens. En fait, tu vois, en ce moment, tu as cette crise dans la tech avec les financements, tu as plein de boîtes qui disparaissent. Et moi, demain, Life is, elle disparaît. C'est triste pour notre boîte, c'est triste pour l'ambition qu'on avait. Mais bon, il y a des vies qui ont été sauvées. Tu vois, je me dis pas que j'ai fait ça pour rien. Tu vois, il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens qui auront un impact demain, etc. Je trouve ça triste quand tu as donné 5 ans de ta vie à une boîte, elle meurt. Bon, à part le côté économique, c'est pas grave, quoi. C'est un peu dommage pour toi parce que ta valeur la plus forte, c'est le temps et l'énergie que tu peux te donner.
Et voilà quoi. Mon vœu pieux, c'est que demain, quand tu regardes toutes les créations d'entreprises, quand tu vois tous les gens qui sortent d'écoles, d'universités, ou même parfois juste qui font des formations parce qu'ils n'ont pas fait ça, l'immense majorité, ça soit d'avoir un projet qui a de l'impact. Et il y a 1 million de sujets et qui économiquement ont du sens aussi. Quoi, tu vois, je décorrèle totalement le côté faire de l'impact, c'est une asso, et faire un business, c'est juste un business. Nous, on a un bon exemple, c'est en vendant des millions de défiateurs qu'on fera un business incroyable et qu'on aura un impact incroyable. Et je pense que tu as ça dans beaucoup de domaines. Et mon vœu pieux, c'est que les gens et la jeunesse, et même des gens un peu moins jeunes, comprennent ça et le fassent beaucoup plus, quoi. Super. Merci de ton temps. Merci Johan. Merci à LifeEase et continue à sauver des vies. Merci. À bientôt. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.